à travers ton association Destination Rivière, tu emmènes en fait les gens à la découverte des dernières rivières sauvages. Pourquoi est-ce que tu dis ça en fait, les dernières? En fait, il faut savoir que depuis le Moyen-Âge, en Europe, on a beaucoup anthropisé, on a beaucoup aménagé les milieux naturels et les rivières en particulier. Les rivières, il faut savoir que à partir du Moyen-Âge, on les a drainées, on les a asséchées, enfin les bords des rivières, on les a drainés, on les a asséchés pour que l'agriculture puisse s'installer à la place des zones humides. Ensuite, on a fait des digues le long des rivières pour que les inondations n'arrachent pas des terres agricoles, des routes, etc. Et puis plus tard, on a fait des barrages pour exploiter l'hydroélectricité. Comme ici. Voilà, l'hydroélectricité, faire de l'irrigation. Et donc moi, je m'intéresse aux rivières sauvages, donc à celles qui ont échappé à ces mouvements-là. Il y en a un petit peu dans le nord de l'Europe, en Scandinavie, notamment en Laponie, parce qu'il y a des très faibles densités de population. Et puis il y en a un tout petit peu dans le reste de l'Europe, ça se compte sur les doigts de la main, un petit peu dans les Balkans, et puis un petit peu en Italie. Et c'est vraiment ça les rivières sur lesquelles je vais avec plaisir, parce que, on fait un voyage dans le temps en fait. Ça c'est chouette. On se dit, moi je vais en Italie sur une rivière qui s'appelle Tagliamento, je me dis la Durance était comme ça avant les barrages, donc c'est un voyage dans le temps. Et puis on découvre des milieux naturels, on découvre des espèces qu'on ne voit pas sur la plupart des rivières qui sont aménagées. Donc c'est toujours une source de surprise en fait, ces rivières, ces dernières rivières sauvages. Au niveau de la biodiversité, alors, qu'est-ce qu'on peut rencontrer il y a une biodiversité qui, par certains aspects, est quand même intéressante. Et il y a notamment un animal très caractéristique, le castor, en fait, qui est là. Il y en a beaucoup ici, et c'est sympa le castor parce que ça laisse des traces très visibles. Donc on peut vraiment faire les castors juniors, justement. Et là, il y a beaucoup de castors sur cette plage-là, donc on va tourner. Regarde là, je vois déjà une trace qui a l'air très belle. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un castor qui a marché comme ça. Castor, il se nourrit d'écorce et de feuilles d'arbres. Il vit tout près de la rivière, il a un terrier dans les berges de la rivière et il remonte un petit peu sur les berges, pas très loin, mais pour aller couper des branches, des branchettes, pour les ramener après et les manger. Une trace sur le côté là, donc c'est... Et donc là, il est sorti et à mon avis, il est allé couper des branchettes par là-bas. Alors là, les traces, tu vois, on voit des petites traces fines là. A priori, ça, c'est parce qu'il traînait des branchettes dans sa bouche. C'est ça qui a laissé les traces fines. Et ça, c'est ses empreintes. Et on a l'impression que ces empreintes, tu vois, il y a des traces là comme ça entre les empreintes, ça c'est la queue derrière, a priori. Il a une grosse queue plate qui traîne par terre quand il marche, donc ça vient lisser un petit peu les empreintes. Elles sont pas très très belles ici les empreintes. Ça y est, là je vois. Regarde là, elles sont super les empreintes ici. Tu vois? Là, celle-là, la boue est plus profonde ici. C'est gros, on se rend bien compte des doigts de derrière. Et tu vois, c'est la taille d'une main, quoi. Excellent. C'est des pattes, les pattes arrière sont palmées, évidemment, pour qu'ils puissent nager bien. Et donc là, la trace qu'on voit, c'est la trace sur le retour, en fait, quand il est retourné à la rivière. Il est peut-être allé... le castor, c'est drôle, parce que c'est vraiment pas l'animal qu'on a l'habitude... Ici, tu vois, dans les Hautes-Alpes, moi je savais même pas qu'il y avait des castors ici, c'est excellent. Souvent on ne le sait pas aussi parce qu'il est revenu assez récemment en fait. C'est un animal qui a frôlé l'extinction, on n'en trouvait plus que dans la vallée du Rhône dans les années 60, 70 et progressivement il a recolonisé à partir de la vallée du Rhône. En fait. D'accord. Et donc ça fait pas très très longtemps qu'il est de nouveau ici, quoi. Excellent. Excellent. Et du coup ici, si on veut, on a des chances d'en croiser ou pas du tout? C'est un animal qui vit la nuit ou au crépuscule. On fait des obs des fois le jour, mais c'est quand même relativement rare. C'est plutôt tard le soir. D'accord. Il faudra faire un petit bivouac au bord de l'eau. Avec un affût, tu peux en voir assez facilement. Et donc là-bas, je sais qu'il y a ce qu'on appelle un chantier de castors. Ok. Un chantier, les castors, ils aiment bien manger des feuilles. Et pour en avoir en grande quantité, ils font tomber les arbres en fait. Carrément. Pas forcément des branchettes, des fois des gros arbres. Ouais, c'est ces fameux qu'on voit dans les dessins animés, ces fameux crayons là. Exactement, c'est ça. On ne peut pas se tromper en fait, on ne peut pas confondre un castor et une tronçonneuse ou n'importe quoi parce que ça a une taille vraiment caractéristique. Ah là c'est ici, Ah oui. Mais il y avait voilà, aussi cet arbre, il est complètement écorcé par les castors et toutes les branches aussi ont été coupées. On voit celle-là là-bas est très caractéristique, tu vois la taille en crayon dont tu parlais. Là on voit bien les coups de dents. Et on voit bien les coups de dents, tout à fait. Donc là, castor, c'est signé.
La chute de l'arbre est signée aussi. Là, c'est magnifique, là, c'est sûr qu'on ne peut pas se tromper, en effet. Ouais. On a les copeaux de sciure, là. Voilà, c'est ça. On a les copeaux, quoi. Hein, ça, donc là, ça permet d'imaginer comment les dents sont tranchantes, en fait. Hein. Ouais, c'est des vrais ciseaux à bois hein, pour arriver à décrocher des copeaux comme ça. Et ben, on fait la suite là-bas en dessous, si ça le fait. Ouais, je peux te laisser ça. Hein? Je peux te le donner. Ouais. Merci. La Durance, là, c'est pas du tout une rivière sauvage, donc qu'est-ce qui te passionne autant à être ici? Bah en fait, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment cette forêt, hein, la forêt des Cassettes qu'on traverse là, qui me passionne. Bah en fait, quand on rentre là-dedans, moi, je trouve que c'est un peu une parenthèse enchantée, quoi. On est sous la voûte, hein, comme on est là, comme on va être pour quelques minutes encore, face à cette nature un peu luxuriante, avec un côté un petit peu virginal. Donc ça, moi, je me sens vraiment bien ici. On a l'impression d'être dans une nature vierge, encore une fois, alors qu'on est dans une zone extrêmement aménagée, puisque le débit est régulé, il n'y a jamais de crue ici, parce que c'est le barrage qui régule, et 95% de l'eau de la Durance passe dans le canal, en fait. Hein. Donc il y a un paradoxe, finalement, entre le sentiment qu'on a ici et puis la réalité des choses. Et même si je vais plus loin, on imagine que cette forêt-là, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas de barrage. Parce que sans barrage, il y aurait des crues régulières, et les bois ne pousseraient pas comme ça, en fait, parce qu'ils seraient embarqués par les crues assez régulièrement. Il faut imaginer qu'ici, il y a 30 ans, c'était une carrière. En fait, la forêt des Cassettes, c'était une carrière. Donc on imagine, la végétation était rase et il y avait des machines qui extrayaient en fait des granulats. Et en 30 ans, la végétation a repris le dessus. Cette zone, elle s'est renaturée en fait. Et la nature reprend un peu ses... Voilà, la nature a repris ses droits. Mais en fait, ça, pour faire un petit jeu de mots, c'est l'arbre qui cache la forêt à l'échelle française et européenne. Parce qu'en France, on artificialise en fait hein, les territoires. On ne renature pas du tout. Là, il faut se dire que il y a 10 mètres carrés par seconde qui sont artificialisés en France, de terrains naturels ou agricoles qui sont artificialisés, les 2 tiers pour du logement en fait. Donc ça fait réfléchir cet endroit, la nature qui a gagné ses droits, mais voilà, c'est isolé. Et c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème. On parle de crise climatique, mais il y a aussi une crise de la biodiversité. Et ça, on arrivera à s'y attaquer. C'est pas les parcs nationaux, les réserves, c'est bien, hein, c'est important, mais c'est dans l'environnement du quotidien qu'il faut aussi préserver la biodiversité. Et donc, c'est en arrêtant d'artificialiser. Et ça passera peut-être même par une réduction des logements individuels, des choses comme ça. Hein. C'est des choses un petit peu difficiles à entendre, mais il faut le dire. Donc voilà, cette rivière, cette forêt, en tous les cas, elle montre elle met pour moi un petit peu en exergue voilà, le mécanisme qu'il y a ailleurs. Et puis peut-être dernière contradiction, c'est la biodiversité en fait alors dans la section de la Durance autour de la forêt, plus que la forêt en tant que telle, les spécialistes nous disent alors la biodiversité est intéressante parce qu'il y a une mosaïque de milieux très différents, en fait notamment cette forêt, des marais, etc. Et donc il y a un grand nombre d'espèces, donc ça c'est une vision positive de la biodiversité. Et il y a aussi, mais par contre, toutes les espèces qui sont liées aux crues morphogènes, les crues qui vont renouveler le lit de la rivière, et ben ces espèces-là, elles manquent en fait. Hein. Donc il y a 2 visions de cette biodiversité ici, et cette forêt, en fait, elle interroge un petit peu notre rapport à la nature, au sauvage, etc. C'est ça que j'aime bien ici, quoi. En tout cas, c'est une ambiance hyper particulière parce que moi, ça dénote de tout ce que j'ai l'habitude de faire. Et là, c'est juste fabuleux et c'est une ambiance hyper apaisante et tranquille. C'est un peu une incursion de la plaine en montagne ici quand même. Parce que c'est une ambiance de plaine, même s'il y a un petit peu de courant, mais c'est sûr que c'est un environnement, c'est différent de ton environnement habituel. Il y a d'autres animaux un petit peu symboliques là, par ce castor. Alors il y a plein, il y a des espèces de plantes qui sont intéressantes, des espèces d'insectes, mais voilà, notamment des libellules, mais il y a aussi la loutre en fait. Et la loutre est présente ici, et ça c'est une très bonne nouvelle parce que le castor c'est un animal tout à fait sympathique, mais qui résiste un peu dans des conditions même perturbées. La loutre, elle a besoin de bonnes conditions d'eau en fait. Hein, ça c'est plutôt positif. Voilà, donc quand il y a la loutre dans un milieu, ça veut dire que le milieu a des caractéristiques positives, quoi. Donc c'est très positif de la voir revenir, ça fait pas très longtemps qu'elle est là, de la voir revenir ici, quoi. Ça c'est chouette. Cool. On va la découvrir cette forêt alors? Allez, on est au début et il faut en profiter. Parce que ici, tu verras, ça va vite, il y a des virages, on est un peu construit sur navigation et à chaque fois, moi je me dis, j'arrive au bout et je me dis, j'en ai pas assez profité, quoi. Mais c'est ça qui est chouette aussi, hein, c'est que t'es jamais rassasié de cette forêt parce que ça passe vite en fait. Donc profite. Allez.
alors finalement, cette forêt, tu l'as découverte comment? Eh ben, un petit peu par hasard, en fait, en naviguant avec le club de kayak de Gap. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai mis 5 ans à la découvrir. En fait, entre le moment où je me suis installé, donc à quelques kilomètres d'ici, et le moment où j'ai navigué la première fois ici, c'est écoulé 5 ans. Et ça m'a vraiment interrogé. Et donc j'ai décidé de venir un petit peu plus souvent cette rivière. J'avais vraiment envie de la connaître davantage. C'est ce que j'ai fait. Je viens toujours pas autant que je l'aimerais, et mon regard au fur et à mesure s'est un petit peu changé parce que moi je vais un petit peu partout en Europe. Je vais mais les rivières, souvent je les fais une fois et pas deux, ou alors dans le meilleur des cas je les fais chaque année. Et en fait, quand on vient régulièrement sur une rivière, il y a plein de choses qu'on ne voit pas d'habitude, qu'on peut voir là, comment évoluent les bancs de galets, où est-ce que les castors sont cette année, où est-ce qu'ils étaient l'année dernière. Donc ça m'a fait découvrir en fait. Avoir sa rivière, c'est quand même chouette. Mais le regard change et il faut quand même. On peut s'ennuyer aussi si on vient toutes les semaines ici. Donc, et c'est ce que j'expérimente moi en ce moment, c'est qu'il faut trouver des idées en fait pour renouveler un petit peu. Et donc là, je m'interroge, je me dis tiens, et si avec l'association on montait un club de canoë qui serait basé un peu spécifiquement ici, peut-être que l'échange justement, c'est une nouvelle façon en fait de découvrir cette rivière, de pratiquer cette rivière, justement de venir régulièrement mais sans être lassé pour autant. Et puis il y a toujours cette idée de biodiversité, de mieux la connaître, de mieux savoir où sont les espèces, comment elles évoluent, etc. Donc ça, c'est des... Voilà, je cherche des nouvelles façons de naviguer cette rivière pour continuer à la découvrir et à l'apprécier. Et puis avec Destination Rivière, on a aussi mis en place un projet de réflexion avec les autres acteurs locaux pour voir comment on pouvait la faire connaître davantage en fait, au public. Et donc on réfléchit à différentes pistes, notamment peut-être à la création d'un petit festival au printemps ou à l'été prochain pour alors faire découvrir la rivière, mais dans un premier temps surtout pour donner des idées aux gens pour s'amuser dans la nature. Voilà. Ouais, c'est tout ce que je fais moi à travers la micro-aventure. En fait, on se rend compte que sur un plan local et très proche de chez nous, si on a un petit peu de créativité, il y a plein de choses finalement à découvrir. Souvent avec peut-être une approche différente, mais on est toujours surpris en fait de ce qui nous attend, quoi. Ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant ce terme de créativité, quoi. C'est que on peut s'amuser à côté de chez nous, mais il faut réfléchir un petit peu quand même, il faut se creuser un peu la cervelle, avoir des idées, être créatif quoi, pour s'amuser à côté de chez soi. Merci et puis bonne route, bonne continuation. À une prochaine. Ouais, ça marche. Ciao. Bye bye.